Bien, bonjour à tous. Merci à Jean-Marc Huissou et Jean-François Fiorina pour leur invitation et l'honneur qu'ils me font d'ouvrir non seulement le festival géopolitique, mais le 10e. Donc c'est un moment important sur un sujet, effectivement, comme l'a dit Jean-Marc Huissou et Jean-François Fiorina, que l'actualité rend un peu plus brûlant chaque jour et vous avez finalement pour ce festival un très bon attaché de presse dans la personne de Donald Trump qui s'est chargé de communiquer assez intensivement et assez intensément sur le thème que vous avez choisi pour cette année. Le XXIe siècle sera-t-il américain? C'est toujours difficile de faire la prospective, surtout, dirait-on, au centre d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay quand il s'agit de l'avenir. Mais des fois, dans certains régimes, c'est le passé qui est difficile à prévoir. Donc, en fait, passé et avenir sont toujours difficiles à prévoir. Mais la difficulté de faire la prospective aujourd'hui, c'est l'accélération du temps. Faire de la prospective jusqu'à la fin du XXIe siècle, c'est un exercice compliqué, voire impossible. Et même, de temps en temps, on voit des exercices prospectifs 2030, comme le SGDSN vient de le faire. Prospective 2050, ça paraît tout à fait irénique, parce qu'on ne peut, par définition, pas savoir comment les événements vont se dérouler et quel sera l'impact de tel événement sur l'ensemble de la marche globale du monde. Donc, pour faire de la prospective, on peut faire des scénarios. On peut faire des scénarios en fonction de certaines choses, de certaines tendances, mais la prospective, ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas Madame Soleil, c'est simplement envisager en fonction des connaissances du présent comment on peut raisonnablement envisager l'avenir tout en restant prudent, parce qu'il n'y a pas de prédiction qui soit exacte, il y a simplement des prévisions qui, éventuellement, peuvent être confortées. Cet exercice de prospective est encore plus difficile du fait des changements technologiques. À la limite, comme l'a écrit dans son magnifique livre, dans ses deux magnifiques livres, Homo Deus et Homo Sapiens, Yuval Harari, en 1813, il était facile de prévoir quelle était, ou en 1818, il était facile de prévoir comment serait le monde en 1840. En 2018, il est beaucoup plus difficile de prévoir comment sera le monde en 2040 parce que le temps est accéléré. La mondialisation, d'ailleurs, c'est ça, c'est la contraction du temps et de l'espace, l'accélération du temps. Mais les progrès technologiques sont tellement forts qu'ils s'entrechoquent tellement, c'est qu'il est difficile d'avoir une vision à très long terme. Mais parce que c'est difficile, c'est encore plus nécessaire. Et l'accélération du temps a pour défaut de faire que de nombreux gouvernements ou de nombreux responsables, il en va en fait pour tout responsable, sont sur le court terme, manquent de perspectives globales et larges et sont dans la réactivité immédiate et non pas dans la prospective à long terme. Et donc l'accélération du temps fait que la prospective est plus difficile, mais en même temps plus nécessaire. Parce que le temps allant plus vite, on est de plus en plus entraîné, de par les progrès technologiques, dans l'immédiateté, dans la réaction à 24 heures, dans le fait de répondre immédiatement. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions géopolitiques, si je devais prendre contact avec un collègue américain, où déjà on s'interrogeait d'ailleurs, savoir s'il y aurait ou non un déclin américain, eh bien, je ne lui téléphonais pas, c'était bien trop cher. Et s'il devait m'envoyer un livre, il le faisait par bateau, le transport aérien était coûteux, et j'attendais 4 à 6 semaines pour avoir le livre. Aujourd'hui, je peux l'appeler gratuitement, communiquer gratuitement avec lui et télécharger des centaines de pages immédiatement et tout aussi gratuitement. Donc, nos rapports ont changé. L'espace a complètement été modifié, mais en même temps, du coup, peut-être qu'on est de moins en moins à prévoir le temps et à regarder loin dans l'horizon. C'est d'ailleurs peut-être un des problèmes des démocraties par rapport aux régimes plus autoritaires, même s'il y a des régimes autoritaires qui regardent droit devant eux et non pas très loin. Mais c'est vrai que dans les régimes démocratiques de plus en plus soumis aux sondages, aux élections, tous les 2 ans aux États-Unis, les congressistes n'ont certainement pas le temps, eux qui sont élus tous les 2 ans et qui ont des besoins énormes de financement pour être élus. Les élections qui ont eu lieu hier dans une circonscription ont coûté 12 millions de dollars pour un mandat qui va se terminer dans 6 mois. Et donc, ils ont de moins en moins le temps long, alors que l'on voit que Poutine, Xi Jinping, eux, ont le temps long devant eux. Et puis, puisqu'on parle donc une nécessité de regarder loin devant, même si c'est difficile et même s'il ne faut pas vouloir, en fait, la vraie planification à faire, elle est à moyen terme. Elle est sur 5 à 10 ans. Au-delà,
c'est trop compliqué, trop incertain, mais si l'on ne regarde pas dans cette perspective, on se marche un peu sur les pieds. Vous êtes pour la plupart d'entre vous étudiants, la plupart des métiers qui existent aujourd'hui, beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui auront disparu d'ici 15 ans. Et beaucoup de métiers qui existeront d'ici 15 ans n'existent pas aujourd'hui. D'où d'ailleurs la formation que vous recevez est une formation d'adaptation et non pas de connaissances figées, parce que ce qu'il faut apprendre à être, c'est être mobile. Mais pour revenir au cœur du sujet, sur la prévision, beaucoup de prévisions qui ont été faites se sont avérées complètement fausses. Pourquoi? Parce que souvent, on se contente de prolonger sur la période future exactement les mêmes schémas que ceux sur la période passée. C'est pour cela que l'on prévoyait qu'il y aurait 50 milliards d'habitants en 2050, parce que l'accélération de la croissance démographique de l'humanité qui a commencé au XIXe siècle pouvait, si on la reproduisait de façon automatique, arriver à cela. C'est pour cela que, par exemple, Kennedy, mais John, et non pas Paul, avait dit en 60 qu'il y aurait 30 États qui auraient l'arme nucléaire en 1980. Ça ne s'est pas révélé exact. C'est ainsi que, dans les années 50-60, on disait qu'on ne verrait plus le ciel et que, dans les grandes métropoles, on circulerait avec des masques à gaz parce que l'atmosphère serait irrespirable. Et c'est pour cela que l'un des plus grands économistes américains a écrit en 1964 que l'URSS allait dépasser économiquement les États-Unis en 1980. À l'époque, d'ailleurs, où Khrouchtchev disait qu'ils allaient enterrer les États-Unis. Toutes ces prévisions se sont révélées inexactes parce qu'elles se sont contentées de reproduire de façon mathématique des courbes anciennes. Et surtout, qu'elles ont oublié que des événements qui sont mis en place par rapport à ces prévisions peuvent changer le cours de l'histoire. C'est parce qu'on a mis en place une politique de non-prolifération des armes nucléaires qu'il n'y a pas eu 30 États ayant l'arme nucléaire en 80. Mais ça aurait été possible si ces politiques n'auraient pas été mises. C'est parce qu'on a prolongé de façon automatique les courbes de croissance démographique qu'on a prévu 50 milliards d'habitants sans penser à la transition démographique. C'est parce qu'on n'a pas vu qu'il était possible également de lutter contre la pollution que, effectivement, si on avait détruit l'environnement à la vitesse qu'on l'a fait entre le début du XXe siècle et les années 60, on ne respirerait plus aujourd'hui. Donc il faut effectivement voir non seulement que les courbes ne sont pas uniquement mathématiques et que l'on peut prendre des mesures qui viennent faire dévier les pronostics. Par rapport au déclin américain, et Jean-Marc en a parlé, c'est un débat ancien. C'est un débat ancien qui date finalement à peu près de la montée en puissance et de la domination américaine. Déjà dans les années 60. Il y a un amendement aux États-Unis parce qu'un sénateur américain se dit qu'il est définitivement inacceptable que les États-Unis payent la sécurité des Européens pendant que ceux-ci viennent les concurrencer économiquement et que si les Européens ne payent pas pour leur défense, les Américains se retireront de l'OTAN. C'est finalement ce qu'aura repris Trump 60 ans plus tard. Lorsque Nixon et Kissinger signent les accords SALT avec Brejnev et qu'ils mettent fin à la guerre du Vietnam, c'est parce qu'ils anticipent le déclin américain, qu'ils l'ont marqué et qu'ils se disent que, déjà, les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des gendarmes régionaux. L'Iran, le Vietnam du Sud et l'Europe. Bon, stratégie qui a quand même eu beaucoup, finalement, d'avanie plus que de succès. Et puis, effectivement, dans la période plus récente, il y a ce livre de Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, qui pronostique le déclin américain parce que, selon lui, sur les courbes historiques, toutes les premières puissances mondiales ont connu un déclin après avoir connu l'apogée pour les mêmes raisons, la surextension impériale. Et comme les Pays-Bas, l'Espagne, la France et l'Angleterre, les États-Unis vont devoir céder à quelqu'un d'autre le leadership mondial parce qu'ils se sont surétendus et qu'ils ont amassé au fur et à mesure des années des engagements stratégiques qu'ils ne sont plus en mesure de suivre en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans le monde, en Europe. On a reproché à Paul Kennedy ce pronostic inexact en disant qu'il n'avait pas prévu l'implosion de l'Union soviétique, ce qui est un reproche injuste, puisque justement, dans son livre, Paul Kennedy met en avant toutes les contradictions du système soviétique, et notamment le fait que l'Union soviétique n'a pas pris le tournant de la révolution industrielle, des nouvelles technologies de l'information, et que c'est pour cela qu'elle ne pourra pas se développer. Et là-dessus, il a eu raison, simplement, il n'a pas
planifié, il n'a pas prévu que ça allait beaucoup plus vite que prévu et que l'URSS n'allait pas seulement décliner, mais qu'elle allait disparaître. Au même moment, Pat Buchanan, un peu avant d'ailleurs, au moment de Pat Buchanan, qui était une sorte de pré-Trump finalement, sans Twitter, avait écrit, donc un leader nationaliste républicain américain, avait dit que si les États-Unis ne voulaient pas terminer dans le même hospice que la Grande-Bretagne, je reprends ces mots, il fallait repartir de l'avant et de nouveau imposer son autorité, mais en même temps moins se préoccuper des affaires mondiales parce que l'urgence, elle était à Central Park où des femmes étaient violées et non pas au Vietnam ou ailleurs où finalement ce n'était pas l'intérêt des États-Unis. Donc on voit que cette tendance au repli sur soi, au fait de remettre en cause le leadership américain, n'est pas nouveau. À l'inverse, citons un autre auteur français, celui-ci, qui, au même moment à peu près où Paul Kennedy, donc c'est un historien britannique vivant aux États-Unis, avait annoncé le déclin américain, Alfredo Valadao, lui, écrivait un livre éponyme par rapport au titre du festival, Le XXIe siècle sera américain, parce que, reprenant un peu les théories de Joe Nye sur le soft power, il mettait en avant les capacités de soft power américain, le fait que le système éducatif, le mode de vie, Hollywood, tout ceci avait un effet attractif sur l'ensemble des populations et que, par ailleurs, les États-Unis étaient l'un des rares pays industriels à voir, par l'immigration, sa population s'accroître et donc avait des ressorts cachés qui allaient lui permettre de se développer. Lorsque le mur de Berlin et le monde bipolaire est tombé, lorsque le monde bipolaire a pris fin, on a eu deux types d'interprétations. Il y avait un monde bipolaire qui avait structuré les relations internationales pendant une quarantaine d'années. À quoi allait-il laisser la place ? Normalement, de façon mathématique, on allait plutôt vers un monde unipolaire, puisque l'URSS avait disparu. En fait, beaucoup d'auteurs, et notamment Lister Thurow, dans son livre Head to Head, disait non, le monde va devenir multipolaire, et Lister Thurow disait les États-Unis sont la plus grande puissance militaire du XXe siècle, c'est pour cela qu'ils ne seront pas la grande puissance du XXIe siècle. Il mettait en opposition la puissance stratégique, la puissance militaire et la puissance tout court. Et il prévoyait que le leadership, le flambeau du leadership qui avait traversé l'Atlantique dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale, pour aller d'Europe aux États-Unis, allait faire le chemin inverse pour revenir en Europe. Parce qu'effectivement, dans l'immédiat réunification allemande et fin du monde bipolaire, la plupart des théories prospectives misaient sur un monde multipolaire. Pourquoi ? Parce que, pour reprendre la formule de Mitterrand, l'Europe allait rentrer dans sa géographie, dans son histoire. L'Europe était impactée par la division, par la menace soviétique, l'une et l'autre avaient disparu, et donc l'Europe pouvait reprendre son chemin qu'elle avait perdu depuis longtemps vers la croissance, l'autonomie et donc la puissance. On pensait que la Russie, qui avait succédé à l'URSS, allait elle aussi se développer. Qu'est-ce qui ne marchait pas en Union soviétique ? C'est le système, ce n'est pas le pays. Le pays était composé de gens qui avaient une bonne éducation et étaient riches de matières premières. C'est le système bureaucratique, c'est l'économie planifiée, c'est l'absence totale d'initiative qui était la cause du déclin ou de la non-progression de l'URSS. Débarrassé de cela, la Russie devait prospérer. Et le Japon était à l'époque sur une pente ascendante où on se disait simplement à partir de quand le Japon allait dépasser les États-Unis, parce que la question de savoir s'ils allaient le faire ou non ne se posait plus dans la fin des années 80, lorsque les grandes compagnies japonaises rachetaient à tour de bras les compagnies américaines et qu'on fermait et que à Détroit, dans le centre de production automobile américain, on mettait cette pancarte « Le dernier qui sort est prié d'éteindre la lumière », puisqu'on pensait que l'industrie américaine automobile n'allait pas survivre à la compétition japonaise. Rien de tout cela ne s'est produit parce que peut-être rien de tout ça s'est produit parce que tout simplement, les États-Unis ont connu un rebond. Ils ont connu un rebond. La disparition de l'URSS les a privés d'un rival qui les obligeait à se mesurer à eux, et surtout le boom des nouvelles technologies de l'information et de la communication les a fait prospérer et connaître, indexement pendant les 2 mandats de Clinton, 8 années de prospérité, 8 années de croissance économique ininterrompue. Alors que la Russie rentrait dans un déclin, sur un toboggan vers le déclin, avec la conduite titubante de Boris Yeltsin, que l'Europe avait du mal à digérer sa réunification et que le Japon rentrait dans la décennie perdue après l'éclatement de la bulle spéculative.
Mais aujourd'hui, le débat sur le déclin américain revient, et donc finalement on peut peut-être citer Mark Twain, qui, lisant dans le journal l'annonce de sa mort, avait écrit au rédacteur en chef en lui disant « La nouvelle est exacte, mais elle est tout simplement prématurée ». Est-ce que donc le déclin américain que l'on prédisait à la fin des années 80, début des années 90, va revenir aujourd'hui? En fait, il y a deux personnes qui sont d'accord là-dessus. Ils sont très différentes, mais les deux derniers présidents américains sont d'accord pour envisager, sans le dire, le déclin américain. Barack Obama et Donald Trump sont d'accord pour comprendre que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. Parce que Obama l'a théorisé, c'est pour cela qu'il a dit qu'il était élu pour terminer les guerres et non pas pour en commencer de nouvelles, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu intervenir en Syrie. Et Donald Trump l'a également intégré parce que lorsqu'il dit « Make America Great Again », eh bien ça veut dire qu'il a compris que les Américains n'étaient plus au fait de leur puissance, sinon il ne serait pas nécessaire de leur rendre leur grandeur. Le fait de devoir leur rendre leur grandeur prouve qu'ils l'ont au moins partiellement perdu. Et donc, dans leur différence, Trump et Obama sont d'accord. La différence, après l'analyse, c'est que Obama en tire une conclusion plutôt multilatéraliste, alors que Trump en tire une conclusion ultra-unilatéraliste. Trump est erratique, mais il est cohérent. Et il faut se garder des commentaires humoristiques faciles de le présenter comme un abruti. On ne devient pas président des États-Unis en étant un abruti. On peut ne pas être d'accord avec lui, comme on peut ne pas être d'accord avec Kim Jong-un, mais ni l'un ni l'autre ne sont des abrutis. Ils sont différents. On peut dire que Kim Jong-un a une vision à plus long terme que Trump, mais en tous les cas, il a sa cohérence, même s'il exprime sa cohérence de façon erratique. Sa cohérence, c'est dans sa politique étrangère deux choses. Il fait, la plupart des gouvernements le font, mais lui pousse là à son paroxysme, il fait la politique étrangère de ses électeurs. La politique étrangère qui plaît non pas aux Américains, mais aux électeurs américains qui ont voté pour lui en 2016 et dont il attend qu'ils aillent voter pour lui en 2020. Lorsqu'il se retire de l'UNESCO, ceux qui ont voté pour lui sont ravis. L'UNESCO est quelque chose d'inutile qui coûte des milliards pour aller enseigner des choses horribles à des gens qui ne sont pas reconnaissants aux États-Unis. Pourquoi s'embarrasser avec cela? Ça ne coûte que 100 millions, c'est très utile, mais ce n'est pas le problème. Lorsqu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat, ses électeurs sont ravis. Pourquoi céder au complot chinois pour venir entraver la croissance économique américaine? Parce que le réchauffement climatique n'est pas dans la Bible, d'une part, et d'autre part, est vraiment quelque chose qui est là pour entraver la croissance américaine. Lorsqu'il va mettre l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il plaît non seulement à l'AIPAC, mais surtout à tous les chrétiens sionistes, ces 30 à 40 millions d'Américains qui sont les vrais fondamentalistes, qui protestent contre l'enseignement de Darwin à l'école, qui protestent contre l'avortement, certains allant même jusqu'à des actes physiques d'élimination des médecins qui le pratiquent, et qui estiment que tout ce qui est dans la Bible est exact, et que donc, pour que le Messie revienne sur terre, il faut que les Hébreux aient les terres que Dieu leur a données, et les Palestiniens n'ont rien à faire là-dedans. Donc il s'adresse à chaque fois à son électorat de façon tout à fait cohérente. L'autre cohérence de Trump, c'est la stratégie de la tension. Il crée de la tension parce qu'il pense que ça, d'une part, c'est son tempérament. Effectivement, il reste un peu animateur télévisé, et si vous êtes animateur télévisé, vous ne voulez pas vendre de la tisane pour endormir les gens, vous faites des tweets provocateurs, et il est resté finalement, on l'a vu avec Rex Tillerson, You Are Fired, il est toujours dans son émission télévisée. Mais au-delà de cette plaisanterie, il faut voir qu'il y a une cohérence. Lorsque les tensions montent, l'Amérique en profite. Il voulait se rapprocher de la Russie et oublier l'OTAN. Le complexe militaro-industriel américain, qui n'a jamais été aussi fort, et Eisenhower, qui l'avait dénoncé en janvier 1961, doit faire des bonds dans sa tombe, tellement il est encore plus puissant désormais. Eh bien, le complexe militaro-industriel américain l'en a empêché. Pas de rapprochement avec la Russie, et on n'abandonne pas l'OTAN, parce que la Russie est structurellement un ennemi. On a été formé à ça pendant des années, on ne va pas changer de logiciel. Et par ailleurs, l'OTAN, et là ils ont raison, la présence américaine dans l'OTAN n'est pas là pour faire plaisir aux Européens, elle est là pour dominer les Européens, ça n'a rien à voir. C'est l'intérêt national américain que d'être là. Lorsqu'il fait son premier déplacement en Arabie Saoudite, généralement, un président américain va soit au Mexique, soit au Canada pour son premier déplacement. Sauf Nixon,
dont il faudrait un jour réhabiliter l'œuvre, d'ailleurs comme président en termes de politique étrangère. Je ne parle pas des bombardements au Cambodge, du coup d'État au Chili, mais de la politique de détente. Nixon était venu, son premier déplacement à Paris était à Paris parce qu'il voulait voir De Gaulle, qu'il admirait et qu'il voulait reconnaître. Malheureusement, De Gaulle a quitté le pouvoir peu après. Mais en tous les cas, lorsqu'il va pour son premier déplacement à l'étranger à Riyad et qu'il donne un feu vert à Riyad pour faire le blocus du Qatar, ça lui sert. Parce que et le Qatar et l'Arabie saoudite achètent des armes aux États-Unis. Et s'il y a une montée des tensions avec l'Iran, ça fait encore un peu plus de clients. Lorsqu'il fait Little Miss Rocketman et les provocations d'un leader nord-coréen par rapport aux Américains, on y est habitué depuis plus de 20 ans, depuis les années 90. Mais qu'on ait la même réponse en anglais, ça, ce n'était jamais arrivé. Et en fait, la nouveauté, c'est que Trump a répondu à Kim Jong-un avec les paroles, les propos de Kim Jong-un. Mais la montée des tensions fait que la Corée du Sud est obligée d'accepter le programme THAAD de missiles de défense antimissiles et que les Japonais achètent des armes aux États-Unis de façon plus importante. Et la montée des tensions avec la Russie, la peur que l'on a fait au pays de l'OTAN en disant « je peux partir sauf si vous abondez les budgets militaires à hauteur de 2% du PIB », fait que la plupart des pays européens vont acheter des armes aux États-Unis parce que beaucoup n'ont pas d'industrie d'armement. Donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans la politique de Trump. On fait monter les tensions parce que ça fait des jobs aux États-Unis et que des pays qui ont peur se rapprochent des Américains pour avoir une protection. C'est tout à fait cohérent. Les erreurs de cela, eh bien, c'est que l'on voit que donc ce qu'on appelle l'État profond, c'est l'infrastructure, ce n'est pas une notion complotiste. Américain est toujours très puissant. Et je ne sais pas si ce sommet Kim Jong-un-Trump aura lieu, parce qu'il peut dérailler entre-temps. Et en tous les cas, la Corée du Nord n'a pas réellement intérêt à dénucléariser. Ceux qui l'ont fait auparavant, enfin disons que les Coréens du Nord pensent que si Kadhafi et Saddam Hussein avaient eu des armes nucléaires, ils seraient encore vivants et au pouvoir. Donc ils ne sont pas prêts de se débarrasser des leurs. Mais donc, il y a cette cohérence-là, et le résultat aussi, l'interrogation par rapport aux intérêts stratégiques américains, c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment judicieux de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Comme l'a dit John Mearsheimer, le défi stratégique américain pour le XXIe siècle, c'est la Chine, c'est pas un autre pays. Donc, est-ce qu'il est judicieux, dans cette conception-là, d'antagoniser la Russie, de la pousser vers la Chine et de refaire faire le chemin inverse de ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger, qui avaient attiré la Chine vers eux en isolant l'Union soviétique. En fait, une occasion historique a été manquée dans la période 90-91, et notamment pendant la guerre du Golfe de 90, puisque l'URSS de Gorbatchev avait accepté une action militaire contre l'Irak, qui était pourtant son allié, pour punir un contrevenant international. Cette guerre du Golfe de 90 n'a rien à voir avec la guerre d'Irak de 2003. La première est une réussite, la seconde est une catastrophe. Cette guerre était une guerre pour la première fois où l'ONU a rempli les missions qui lui ont été données en termes de sécurité collective, parce que pour la première fois, une intervention militaire pour punir un pays qui avait violé le droit international a été faite au nom du droit international, au nom de la Charte des Nations Unies, telle que les rédacteurs de la Charte l'avaient appliquée. Mais une fois, parce que Gorbatchev voulait établir un nouvel ordre mondial, Bush père l'a célébré, mais à ce moment-là, lorsque les États-Unis ont refusé le dernier crédit que Gorbatchev demandait au sommet du G7 en juillet 1991 à Londres, alors que Kohl et Mitterrand étaient en faveur de lui donner, et que même Margaret Thatcher, pourtant pas une tendre ni une crypto-communiste, mais qui n'était plus au pouvoir, réclamait de donner à Gorbatchev, qu'ils ont refusé. Ça a été le coup d'État un mois plus tard en Union soviétique, l'éclatement de l'URSS et une période où les États-Unis ont pensé qu'ils rentraient dans un monde unipolaire. Ce qui a été une erreur dramatique parce qu'ils n'ont pas vu qu'au moment où l'URSS tombait et que le monde bipolaire s'effaçait, eh bien, ce n'était pas un monde unipolaire qui arrivait, mais un monde émergent, un monde globalisé où 60 pays avaient leur mot à dire et n'allaient plus se laisser faire. Et au moment où ils célébraient le monde unipolaire, le moment unipolaire, pour reprendre la formule de Charles Crottin-Homer, eh bien, c'était un monde en voie de multipolarisation qui se mettait en place. Et si une seule preuve devait être donnée que le monde unipolaire n'existe pas, c'est bien le formidable échec des États-Unis et de ceux qui ont participé de la guerre d'Irak en 2003. Dans un monde unipolaire,
Cette guerre, une fois gagnée, le président américain arrive. Lorsque l'empereur romain gagnait une guerre, il était célébré et il défilait dans la ville qu'il avait conquise sous les vivats plus ou moins forcés de la foule. Un président américain ne peut aller librement ni à Kaboul ni à Bagdad et dans assez peu de pays par ailleurs. Donc, on a manqué cette occasion parce qu'à ce moment-là, les États-Unis, plutôt que de construire un nouvel ordre mondial, ont préféré, plutôt qu'être les bâtisseurs de ce nouvel ordre mondial, ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide en pensant que la Russie était le pays vaincu et qu'elle n'avait pas son mot à dire et que les Américains pourraient imposer leur vue aux autres nations. C'est ainsi que, malgré la promesse faite à Gorbatchev de ne pas élargir l'OTAN après la réunification allemande, on l'a élargi aux portes de la Russie. Alors on peut dire, il est quand même paradoxal que le plus grand pays du monde ait un complexe d'encerclement, mais c'est une réalité. Et en tous les cas, on a trahi un engagement à l'égard de Moscou à l'époque. C'est pour cela que l'on a fait l'erreur de faire la guerre du Kosovo pour donner naissance à un État mafieux, parce qu'on pensait que l'opposition de la Russie n'était pas tellement importante et que l'on allait, au nom de la morale, faire une guerre. Et c'est aussi pour cela que l'on a, du côté américain, mis en place ce système de défense antimissile qui est vu du côté de Moscou comme le chiffon rouge intégral, parce que ça remet en cause la parité stratégique, l'équilibre des forces, et le fait de dire que c'est pour lutter contre la menace nucléaire nord-coréenne ou iranienne est vu comme une plaisanterie de garçon de bain du côté de Moscou. Ce n'est pas du tout pris au sérieux. Ce système d'ailleurs de défense antimissile est probablement ce qui pourra faire dérailler un accord avec la Corée du Nord, puisque dans ses mémoires, Madeleine Albright, qui avait été à Pyongyang en 2000, qui avait trouvé un accord de dénucléarisation avec la Corée du Nord, qui revient à Washington pour le présenter, mais Clinton est pris par les accords de Camp David, il n'a pas le temps d'être sur deux fronts. Il échouera sur Camp David. Bon. Et ensuite, elle va voir George Bush qui vient d'être élu et il lui dit non, je fais une révision stratégique, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis ensuite, janvier 2002, c'est l'édition de l'Axe du Mal, donc la Corée du Nord se rétracte un peu. Mais Madeleine Albright raconte dans ses mémoires que lorsqu'elle est revenue avec les prémices d'un accord de dénucléarisation de la Corée du Nord, tout le complexe militaire-industriel a protesté en disant que ça allait empêcher le système de défense antimissile d'être mis en place et qu'il fallait à tout prix éviter ce spectre de la menace d'un accord politique. Donc on fait un système de défense pour lutter contre une menace et surtout on veut que cette menace continue à exister parce que sinon on ne peut pas déployer ce système de défense. Pourquoi l'OTAN existe alors qu'elle n'a plus vraiment d'utilité que pour ceux qui y travaillent? Normalement, lorsqu'une menace disparaît, l'alliance militaire qui a été suscitée par cette menace doit disparaître. L'OTAN, non seulement n'a pas disparu, mais prospère, puisque les anciens pays ennemis y sont entrés et que la France y a été réintégrée, alors qu'elle s'en tenait judicieusement à l'écart. Donc, les Américains n'ont pas vu que la plus grande évolution stratégique des dernières années n'est pas la fin du monde bipolaire, mais la fin du monopole occidental sur la puissance. Et que les Occidentaux qui, pendant 5 siècles et pendant 60 ans, 50 ans du côté américain, ont dominé le monde, depuis la fin du XVe siècle, l'Europe d'abord, les États-Unis ensuite, c'est cette période qui se termine. Et donc c'est non seulement la fin du siècle américain, mais c'est tout simplement la fin du monopole occidental sur la puissance, ce qui ne veut pas dire que le monde occidental n'est plus ni puissant ni riche. Nous sommes encore puissants et riches, mais nous n'avons plus le monopole de la puissance. Donc tout ce qui consiste encore à vouloir faire la leçon aux autres en disant que l'on sait ce qui est bon et ce qui est mal, que l'on peut être l'arbitre des élégances et que l'on a le guide de conduite dans un monde civilisé, tout ceci n'est plus de mise d'une part parce qu'on nous rit au nez. On va voir les auditions de la future secrétaire d'État, mais quand il y aura des questions sur la torture, les grandes valeurs démocratiques américaines risquent d'être mises en cause. Je ne parle même pas de Guantanamo ou de la guerre d'Irak. Donc on est mal placé pour faire des leçons aux autres. Et par ailleurs, on ne peut plus leur imposer. Donc ce n'est même pas la peine d'essayer de le faire. Le monde, donc, n'est pas encore tout à fait multipolaire parce que les Américains sont encore plus puissants que les autres, mais il n'est pas unipolaire parce qu'ils ne peuvent plus imposer leur volonté et leur vue aux autres. Et à chaque fois qu'ils ont voulu le faire, guerre d'Irak ou pseudo-guerre commerciale avec la Chine, ça a été une catastrophe. Bien sûr, les États-Unis vont ne plus être la première puissance mondiale au XXIe siècle, mais ils ne vont pas devenir l'équivalent de ce qu'est la Grande-Bretagne, l'Espagne ou les Pays-Bas aujourd'hui. Parce que la démographie américaine
la force d'attraction que même Trump ne peut pas complètement gâcher, de ses universités, de son mode de vie, une fois encore, d'Hollywood. Et ce système-là est toujours attractif. Et effectivement, Xi Jinping a envoyé sa fille étudier aux États-Unis. Les Obama ne vont pas envoyer leurs deux filles étudier en Chine. Donc il y a encore quand même beaucoup d'inégalités dans ce qu'on appelle le soft power au niveau global. Mais, et puis bien sûr, si l'on part du principe que la puissance d'avant c'était la terre, la puissance d'hier c'était l'industrie, et que la puissance d'aujourd'hui c'est encore l'industrie, que la puissance de demain c'est le big data, les États-Unis ont également en ce domaine un avantage. C'est vrai que tout ce qui concerne les GAFA sont américaines. Et que au dernier forum de Valdai en octobre, lorsque l'on demandait à Poutine quelle serait... Il n'a pas voulu répondre à la question de savoir s'il était ou non candidat, mais pourtant le suspense n'était pas insoutenable. Mais on l'a interrogé sur le fait quelle serait la prochaine tâche, la tâche du prochain président. Il a dit le défi de l'intelligence artificielle. Or, dans ce défi-là, les États-Unis sont en tête. Ils sont en tête largement et ils ont une façon, et ils sont en tête parce que nous nous rendons volontairement prisonniers. Personne n'est obligé de donner, c'est volontairement que nous donnons nos données aux multinationales américaines et qu'ils ont là-dessus un avantage comparatif inestimable. Mais en même temps, suprématie militaire, les États-Unis représentent de nouveau, le budget militaire américain était de 600 milliards de dollars quand Donald Trump est arrivé. La première année, il a augmenté de 10%. C'est-à-dire que la seule augmentation du budget militaire américain, l'augmentation en une année équivaut au budget militaire russe. Donc quand on parle de la menace militaire russe, il faut savoir raison garder. Le budget militaire russe est 60 milliards. À ce tarif-là, on ne menace pas l'OTAN. Mais l'OTAN a intérêt, effectivement, pour avoir ses propres crédits, à mettre en avant la menace. Il va passer à 720 milliards l'an prochain. À quoi ça sert ? Toutes les guerres de contre-insurrection ont été perdues. Donc on voit que ce formidable outil militaire ne sert pas à grand-chose, finalement, parce que on peut gagner une guerre. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne la paix. Et à chaque fois que l'on veut occuper un peuple, les choses se passent mal. Donc c'est quand même... Et le problème, c'est que non seulement ce n'est pas très utile, mais c'est même dangereux. Selon la maxime américaine, quand on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et effectivement, avec un tel outil militaire, les Américains ont tendance à voir des solutions militaires là où il y a des problèmes politiques. Et c'est une partie de leur aveuglement. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les années Trump, il va y avoir une image dégradée, et on n'en est qu'au début. Une fois encore, les auditions, apparemment, le pourvoir qui était pas très mou se durcit un peu, et on n'est pas au bout de nos surprises. Mais surtout, au-delà de cela, un leadership écorné. Les Japonais sont tétanisés par ce qui s'est passé pour le problème coréen. Trump se fait mettre de côté par les deux Corées qui négocient entre eux. Les émissaires sud-coréens vont rendre compte de ce que leur dit Kim Jong-un. Et Trump, qui avait insulté, qui avait le leader nord-coréen, qui avait démenti Rex Tillerson, qui voulait un accord, dit « formidable, on va faire un sommet ». Sans aucune préparation, sans aucune consultation interne. C'est pour cela qu'il n'est pas sûr qu'il se tienne, parce qu'il se croit le meilleur faiseur de deal, le meilleur négociateur, et qu'il pense que son charme suffit. Mais du côté des Japonais, qui comptent sur les États-Unis pour leur sécurité, ce genre de saut en avant est complètement déstabilisant. Lorsque Angela Merkel, qui, comme toute chancelière chrétienne démocrate allemande, est profondément atlantiste, dit qu'il faut que l'Europe prenne son destin en main, eh bien jamais dans l'histoire où un chancelier allemand ou une chancelière allemande a été la seule, n'a été aussi hautement et publiquement à se défier des États-Unis parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance dans la parole américaine, il n'y a pas de confiance dans la parole de Donald Trump, et la parole américaine incarnée par Donald Trump. Et donc, de ci et de là, les gens se disent qu'il faut d'abord compter sur nous. Et surtout, les menaces qu'il a mises en avant ne sont pas réalisables. Il n'y a pas de solution militaire pour la Corée du Nord. Il ne peut pas y avoir de sanctions économiques sur la Chine, sauf à se tirer une balle dans le pied pour la Silicon Valley et pour, si on augmentait
si on mettait une taxe de 45% sur les produits importés de Chine, il y aurait une inflation forte, Walmart fermerait et la moitié des boîtes de la Silicon Valley fermeraient également. Donc il annonce des mesures fortes qu'il n'a pas les moyens de mettre en œuvre et donc c'est sa faiblesse qui va apparaître assez vite. Confiance en baisse, Trump élargit le fossé avec les alliés, mais Trump n'est pas l'Amérique. Trump n'est pas l'Amérique et la question qui se pose, et puisque j'en viens à la conclusion, c'est deux questions. Une par rapport à l'Amérique, une par rapport au monde extérieur. Première question, est-ce que Trump est une parenthèse? Et Jean-Marc a posé cette question. Est-ce que Trump est une parenthèse ou un épiphénomène poussé au paroxysme? Est-ce que le manque de fiabilité des États-Unis, est-ce que le repli sur soi américain est en fait une tendance lourde, ou est-ce que on a eu Clinton, on a eu l'inverse avec George Bush, puis de nouveau l'inverse avec Obama, puis de nouveau l'inverse avec Donald Trump. Donc normalement en 2024, on devrait avoir quelqu'un de plus acceptable selon les critères européens en tous les cas. C'est pas certain, c'est pas certain. Trump peut être élu en 2020, il n'est pas certain qu'il soit battu, mais en tous les cas, si il fait 2 mandats, il aura le temps de faire des dommages considérables qui ne vont pas couler les États-Unis en tant qu'État parce que les États-Unis ont les moyens de rebondir, mais qui vont quand même dégrader, rappelez-vous, l'image des États-Unis quand Obama est arrivé au pouvoir. Elle était détestable, les Américains avaient honte d'être Américains. On a fait récemment avec la revue Foreign Affairs un séminaire sur les relations franco-américaines à l'IRIS. Les gens de Foreign Affairs, qui sont donc les gens très globalisés, etc., mais ils ont honte de leur président. C'est grosso modo, pour eux, c'est un peu comme si on avait, nous, Marine Le Pen comme présidente, et encore, elle est moins vulgaire que Donald Trump. Donc, est-ce que Donald Trump est un moment ou est-ce qu'il est une tendance lourde? En fait, même s'il n'est qu'un moment, il y a quand même une tendance lourde aux États-Unis que Trump ne fait que pousser à leur paroxysme et qui existe auparavant. C'est l'unilatéralisme. Les Américains ont une politique unilatérale. C'est sous Clinton, considéré comme un président multilatéralisme, que les États-Unis ne sont pas rentrés à la Cour pénale internationale, ont renoncé, ont refusé le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, tout en demandant, bien sûr, aux autres pays de le signer. Ont refusé de signer le traité sur les mines antipersonnelles, comme si les États-Unis avaient besoin de mines antipersonnelles pour assurer leur sécurité. Donc le fait de refuser l'accord de Paris, Obama a été exceptionnellement multilatéraliste, mais pourtant il ne l'était pas autant que ça. Les Américains, les États-Unis, depuis la destinée manifeste, depuis en tant que peuple qui pense avoir une mission, eh bien, ont une tendance unilatéraliste très forte, puisqu'ils ont été à l'écart des affaires du monde par isolationnisme jusqu'en décembre 1941, avec l'échec de la SDN, et qu'ensuite, ils ont, avec Truman, pris immédiatement la tête du monde libre. Mais ils ne sont pas habitués à une diplomatie des égaux. Et c'est là qu'est le principal problème, parce que, bien sûr, et je ne sais pas si ce sera un thème de la 11e édition, mais le XXIe siècle, devrait être chinois, normalement. La question, une fois encore, n'est pas, cette fois-ci réellement, n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, mais quand. À moins qu'il y ait l'éclatement de l'abus spéculatif en Chine comme au Japon, mais c'est loin d'être certain. Et donc, la Chine devrait dépasser les États-Unis, et tout l'enjeu est de savoir comment les États-Unis vont réagir à cela. Comment se passe le passage de témoin entre une puissance dominante et une puissance dominée, mais qui est montante alors que l'autre est déclinante? C'est ce que Graham Allison, dans son livre Destined to War, a appelé le piège de Thucydide. Thucydide, dans les guerres du Péloponnèse, montre que la guerre entre Athènes et Sparte était inéluctable, ou plutôt est devenue inéluctable, de par des réactions de Sparte. Sparte a passé des alliances contre Athènes, mais elle s'est opposée à Athènes et elle a perdu la guerre parce qu'elle était déclinante et que Athènes était montante. Et Graham Allison étudie 16 cas où une puissance montante et une puissance déclinante se sont confrontées. Dans 12 cas sur 16, il y a eu la guerre. Les exceptions sont le passage de témoins entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne dans la partie Europe du Nord au XVIe siècle, un effet mineur, sont le passage de témoins entre l'Angleterre et les États-Unis à la fin du XIXe siècle,
le passage, pardon, j'oubliais en deuxième, entre le Portugal et l'Espagne, il a fallu une intervention du pape, le pacte de Tordesillas en 1494 pour partager cela. Et dans une période plus récente, donc, le passage entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Autrement, Sparte, Athènes, mais surtout l'Allemagne et l'Angleterre, début XXe siècle, une guerre. Et donc, est-ce qu'il y aura un conflit entre les États-Unis et la Chine? On peut dire non, ils sont rationnels, il y a la dissuasion, etc. Mais il faut justement prendre les mesures pour cela. Et ça veut dire, de la part des Américains, accepter, parce que c'est simplement le réalisme, que la Chine puisse prendre le leadership mondial, puisse devenir la première puissance mondiale. Du point de vue américain, il est normal qu'ils soient en mer de Chine parce qu'ils protègent leurs alliés. Les Chinois, eux, disent, mais ils n'ont rien à faire là, c'est chez nous, nous, on n'est pas dans les Caraïbes. Et donc, est-ce que les États-Unis vont faire la guerre pour les Philippines, pour défendre la mer territoriale? Est-ce que c'est l'intérêt stratégique majeur des États-Unis? La gestion de la relation entre la Chine et les États-Unis est certainement le passage le plus délicat que nous allons avoir, puisque normalement une puissance déclinante n'accepte pas son déclin, et que les États-Unis ne sont pas habitués à cela. Souvent parce qu'on annonçait le déclin et qu'ils ont rejailli. Et la solution de dire la politique de force peut nous permettre de garder notre prééminence est quelque chose qui peut agiter quelques responsables américains. Donc c'est un moment important. Et puis qu'il y a ce côté aussi de l'exceptionnalisme américain qui considère qu'une civilisation comme la leur est faite pour mener, elle est faite pour diriger le monde, ce qui n'est pas le cas de Chinois qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas grand-chose. Donc voilà, le XXIe siècle ne devrait pas, il est américain en son début, même si ce que les Américains ont fait au tout début de ce siècle, notamment la guerre d'Irak, a contribué à les affaiblir et a été un pas supplémentaire, un accélérateur de déclin. Ce déclin relatif devrait continuer. Les États-Unis peuvent très bien vivre comme cela parce qu'ils seront toujours là une puissance majeure, prospère, riche. Vont-ils accepter de laisser la politesse aux Chinois de par la projection simplement? Et là, on peut, puisqu'on parlait de projection et de prospective en début de cette conférence, dire qu'il y a quand même peu de chances que la Chine connaisse un brutal arrêt et ne dépasse pas en termes économiques les États-Unis. Ceci étant, dépasser économiquement un pays ne veut pas dire pour autant qu'on est devenu la première puissance stratégique mondiale. Les États-Unis ont dépassé le PIB anglais en 1870. Il y a égalité entre les deux PIB. Mais en 1914, le PIB américain fait le double du PIB anglais. Donc vont-ils accepter la continuité et la continuation de la montée en puissance de la Chine ou non? C'est certainement la réponse clé par rapport à cela. En tous les cas, la fin du XXe siècle ne devrait pas normalement être américaine. Il faut savoir si la transition se passera de façon pacifique ou si elle débouchera sur un conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal Boniface. Alors comme il est de coutume dans le festival, c'est le moment des questions du public. Donc je vais demander aux étudiants dans la salle de faire passer les micros. Qui veut poser la première question ou la deuxième? Parce que dans les colloques, c'est toujours... il n'y a jamais de première question, c'est toujours la deuxième. Ici. C'est un pari que tu as fait de poser la première question de la première conférence tous les ans, en fait. Oui, c'est une habitude. Bon, merci pour votre intervention. J'avais une question très précise, parce qu'on lit beaucoup de choses sur l'incompétence de Trump, qui se targue de ne pas lire, etc. Donc, qu'est-ce que vous savez précisément sur sa capacité ou son incapacité à lire ou ne pas vouloir ou en faire un argument électoral? Barack Obama avait plaisanté là-dessus en disant que Trump avait une très bonne connaissance des questions internationales puisque c'était le spécialiste de l'élection de Miss Univers. Et donc Trump avait été d'ailleurs vexé. Il paraît que c'était une des motivations pour qu'il se présente aux élections. Ce qui est documenté, c'est qu'il ne lit pas, effectivement, qu'il passe beaucoup de temps à regarder la télévision et pas des documentaires, mais plutôt des programmes de divertissement, et qu'il compte sur son intuition, il compte sur son intelligence pour trancher. Mais ce n'est pas un homme de dossier, effectivement. Mais ce n'est pas la première fois qu'un président n'est pas un homme de dossier. Reagan était pareil.
Et son chef de cabinet, qui en avait marre de lui et qui avait démissionné dans des conditions un peu abracadabrantes, racontait à une préparation de Sherpa d'un G7 qu'il allait écrire un discours pour Reagan, qui ne lisait jamais les discours à l'avance, enfin qui se contentait d'annuler les discours, en lui disant « Écoutez, vous n'avez jamais réussi à trouver la solution pour le conflit israélo-palestinien, vous êtes des imbéciles, moi j'ai une idée géniale pour y parvenir », et puis il disait, et comme ça il va tourner la page, et j'aurais écrit, et maintenant démerde-toi. Bon. Donc le fait d'avoir des présidents qui ne lisent pas, George Bush fils n'était pas non plus un grand lecteur, Reagan non plus, George Bush père était un intellectuel, Obama en est un, effectivement, Clinton en était un à sa manière, et Donald Trump pense qu'il a une intuition, que c'est un génie stable, et qu'il a une intuition, et que donc le fait d'avoir quelques arguments comme cela lui suffit à trancher. J'ajouterais, si vous permettez, Pascal, que Donald Trump valorise la conviction beaucoup plus que la réflexion. Il sait ou il pense savoir ce qu'il veut. Et il pense que sa volonté fait office finalement de ligne directrice à sa stratégie. Et il n'est pas effectivement très original de ce point de vue-là par rapport à certains de ses prédécesseurs ou par rapport à certains très hauts fonctionnaires, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs. Tout d'abord, merci. J'ai trouvé très intéressant votre conférence et très complète. Je vous vois pas. Je suis ici. Oui, mais ici, je vois pas plus. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, je voulais vous poser une question. Vous avez dit, du coup, vers la fin de votre conférence, que le passage, du coup, de la Chine comme première puissance mondiale pourrait déboucher sur un conflit. Est-ce que vous pensez que à la fin du XXIe siècle, il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale et un monde bipolaire entre la Chine et les États-Unis ? Le monde ne sera pas bipolaire parce qu'il sera multipolaire. La relation entre la Chine et les États-Unis, c'est pas un G2, c'est pas un condominium. Et c'est pas pour l'instant une lutte comme avec l'URSS, parce que le but de la Chine n'est pas de renverser le système américain. Le but de la Chine, c'est d'être numéro un. Le but de l'Union soviétique, c'était de renverser le système capitaliste. Donc ce n'est pas la guerre froide comme du temps de l'URSS. Mais le tout est de savoir, en fait, pour les États-Unis, le défi soviétique, ce n'était pas seulement un défi démocratique, c'est aussi un défi géopolitique. Ils ne voulaient pas qu'un pays seul contrôle l'Eurasie. L'argument démocratique a été mis en avant parce qu'il est plus présentable que l'argument géopolitique, mais c'était bien un argument de rivalité. Donc, est-ce qu'il y aura une guerre ? Elle est possible parce que on peut, même si la dissuasion, imaginons le scénario sur les îlots inhabités que la Chine a construits de façon artificielle, si un navire américain, pour montrer qu'il ne reconnaît pas la souveraineté chinoise sur ces îlots artificiels, passe et qu'un navire chinois veut le contrer, ce qui est déjà arrivé. Le navire américain s'est écarté. Et donc il a cédé. Si un jour il ne veut pas céder, que fait le navire chinois ? Il cède à son tour, mais donc il cède aux Américains, ou il continue. Et il harponne le bateau américain. Et là, immédiatement, il y aura des gens qui vont crier « il faut se venger, c'est inacceptable, on ne peut pas supporter ça, on ne peut pas laisser, etc. » Donc les conflits peuvent démarrer sur des épiphénomènes qui, d'échelle en échelle, la dissuasion, normalement, met des barreaux, et plutôt une barrière à ces barreaux-là, mais ce n'est pas certain. Donc le monde ne sera pas bipolaire parce que même si les Chinois et les Américains trouvaient un accord, comme les États-Unis et l'URSS, la Chine n'est pas à la tête d'une coalition globale. Elle ne commande pas à d'autres pays qui eux-mêmes ne veulent pas se laisser diriger par la Chine. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas tout à fait appliquer aux relations entre Pékin et Washington les relations entre 47, 48 et 90 entre Moscou et Washington. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis là. Bonjour. Je voulais savoir, s'il vous plaît, ce que vous pensez de la guerre commerciale que Donald Trump est en train d'amorcer. Et selon lui, les guerres commerciales se gagnent toujours, alors que les guerres classiques peuvent se perdre. Donc j'aimerais que vous nous donniez votre réflexion sur ce point, s'il vous plaît. Là encore, Trump fait une déclaration de politique intérieure. Lorsqu'il dit qu'il va mettre des barrières commerciales, les gens qui ont voté pour lui ont voté pour lui pour ça. Donc il plaît à son électorat
le coût pour l'économie américaine risque d'être assez lourd. Et d'ailleurs, tous les milieux économiques sont vent debout contre cela, y compris le propre conseiller économique de Donald Trump. Et bien sûr, tout Wall Street. Et on a quand même eu l'an dernier ce moment extraordinaire où vous aviez à Davos Xi Jinping faisant l'éloge de la globalisation et Donald Trump l'éloge des murs au même moment. Pas à Davos, il n'y était pas, mais bon, l'Amérique du repli sur soi et la Chine de l'expansion totale. Mais cette guerre économique qu'il lance, regardez avec les Européens, il fait des sanctions. Du temps de la guerre froide, les Européens n'auraient pas réagi. Parce que Trump aurait dit, écoutez, ou un président américain, ce qui a été fait d'ailleurs, Kennedy, Johnson, Nixon disaient aux Européens, attendez, vous voulez faire des sanctions contre nous? Mais qui vous protège? Qui protège Berlin? L'Allemagne va faire des sanctions contre les États-Unis? Ok, on retire les GI de Berlin et on se retire, qu'est-ce qui se passe? Et les Européens cédaient tout de suite. Donc, seul le Japon est menacé par cela. Le Mexique aussi, du fait de l'infériorité de relations. Mais pour le reste, l'Europe peut très bien elle-même imposer ce qu'elle a annoncé, imposer ses propres sanctions, et donc ça sera match nul. Et entre la Chine et les États-Unis, c'est une double dépendance. La Chine a besoin du marché américain pour maintenir sa croissance, et sa croissance est la seule légitimité du Parti communiste. Les Chinois adhèrent pour 89 millions d'entre eux volontairement et en tant que membres du PC, pour les autres, acceptent le régime, pas parce qu'ils ont lu les œuvres de Mao ou qu'ils sont imprégnés de l'œuvre de Lénine, c'est parce que ça marche. Et s'il n'y a plus d'exportation aux États-Unis, ça marchera moins bien. Donc les Chinois ont besoin du marché américain, mais les Américains ont besoin des produits chinois, ils ne les fabriquent plus. Ils ne les fabriquent plus, ils ne savent plus les fabriquer, ce qu'ils fabriquent est trop cher. Donc la facilité, c'est de dire, ce sont les Chinois qui viennent nous voler notre... Mais en fait, les Chinois ne sont pas, ils n'ont pas imposé leur exportation. D'ailleurs, ça prouve qu'y compris d'ailleurs les fondamentalistes qui croient que tout ce qui est dans la Bible est vrai, font une exception, parce que quand l'économie américaine ne marche pas, ils n'accusent pas Dieu, mais la Chine. Alors, on a une... Pardon, Pascal. Vous avez une question ici, ensuite au centre, ensuite là-bas, oui, voilà, monsieur là-bas, et ensuite vous. Merci de respecter cet ordre-là. J'espère que j'ai oublié personne. Sachant que les États-Unis, ils ont un déclin, on va dire, inévitable, est-ce que vous croyez qu'il y aura un déclin de ses alliés, notamment au Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite a le problème de sa société, une société où, et c'est pour cela que Mohammed Ben Salman essaye de faire des réformes pour mettre au niveau, une société aussi figée ne peut pas aborder les défis du XXIe siècle, en sachant que, par ailleurs, la part du pétrole ne pourra plus être aussi importante. L'économie saoudienne, une économie de rente basée sur le pétrole, sans que les gens y travaillent réellement, n'est plus possible. Donc il faudra qu'ils se réforment. Est-ce qu'ils vont y parvenir? Est-ce que l'agenda 2030, lui aussi, qu'a fait Mohammed Salman, va réussir? Quand il dit les femmes vont pouvoir conduire, c'est pas uniquement pour plaire aux Occidentaux et pour plaire aux femmes saoudiennes, c'est aussi pour virer 400 000 chauffeurs pakistanais dont ils n'auront plus besoin et alléger un peu le coût pour l'économie saoudienne. Mais les alliés, disons qu'il y a des pays comme les Émirats arabes unis et le Qatar qui, pour autant, se détestent mutuellement, mais qui ont pris ce tournant de l'après-pétrole et qui réussissent assez bien. L'Arabie saoudite veut le faire, mais ne l'a pas encore fait. Monsieur. Oui, bonjour. Pour rester dans ce difficile exercice de la prospective, le passage de témoins probable, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour l'Europe, ou plus exactement pour les citoyens européens? Merci. Ça dépend de ce que l'Europe veut faire. Le problème, c'est que par rapport à la montée en puissance de la Chine, il n'y a pas de réponse collective. Si l'Europe s'unit, on peut répondre à la Chine. Par exemple, par rapport à la question délicate, mais qui est excessivement mise en avant du Dalai Lama, il faut une réponse collective européenne. Par rapport aux routes de la soie, qui est un projet structurant extrêmement important, qui va modifier une grande partie de l'état de la planète, il faut une réponse commune européenne. Mais là, avec l'accord que la Chine a conclu avec certains pays de l'Est, il n'y a pas de réponse commune européenne avec les accords qu'ils ont conclus avec la Hongrie, etc. Mais pour la Chine, quand je discute avec des Chinois, tous les Chinois me disent la France, c'est important pour deux raisons. Un, parce que c'est un pays nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, mais également parce que c'est un pays majeur de l'Union européenne. Et donc, pour la Chine, l'Union européenne, ça existe, ça compte. C'est son premier marché. C'est son premier marché. Et c'est son premier partenaire commercial. Et donc, ils savent que l'Europe, l'Union européenne n'est pas un pays, sauf pour le commerce.
puisqu'on négocie en commun. D'ailleurs, c'est pour cela que le Brexit est une catastrophe pour le Royaume-Uni, parce qu'après le Brexit, le Royaume-Uni perd de sa pertinence pour beaucoup de pays, mais surtout pour la Chine. Parce que si c'est plus la porte d'entrée dans l'UE, c'est moins intéressant. Monsieur ? Oui, félicitations, brillantissime conférence. Ma question est de savoir, quel est l'enjeu stratégique de la prise de position de Donald Trump dans le conflit israélo-palestinien après son passage en Arabie Saoudite? D'où est-ce que l'Arabie Saoudite est complice de cela? Non, c'est avant le passage de Donald Trump. Les Saoudiens sont obsédés par la menace iranienne. Israël aussi. Donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les Saoudiens se fichent complètement du sort des Palestiniens, sauf en parole, mais peut-être les citoyens saoudiens, mais les dirigeants, c'est quel est leur souci, comme la plupart des régimes arabes par ailleurs. Et donc, comme pour l'Arabie saoudite, la menace structurelle, elle est iranienne, il y a un allié de circonstance, qui est Israël. Depuis déjà plusieurs années. C'était déjà sous Obama, Israël et les Saoudiens demandaient aux États-Unis de bombarder l'Iran. Donc cet axe saoudo-israélien est antérieur à l'élection de Donald Trump, simplement, bien sûr, alors qu'Obama résistait à cet axe, Donald Trump le bénit, si j'ose dire, de ses vœux. Monsieur ? Ici. Vous parliez tout à l'heure d'un passage de témoin entre les Chinois et les États-Unis. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va arriver d'un point de vue économique. Mais est-ce que vous pensez que la Chine a les capacités de devenir vraiment un leader mondial d'un point de vue, politique et deux, culturel? Oui, c'est là où leur soft power est quand même moins grand. Une fois encore, université, il n'y a pas Hollywood, il n'y a pas un Hollywood chinois. CCTV fait moins de vues que CNN. Il y a des instituts Confucius, mais c'est quand même pas la force Bon, donc il y a un déficit, même si les Chinois s'y mettent. Avant, ils disaient que ce n'était pas important. Maintenant, ils reconnaissent que c'est important et ils s'y mettent de façon très volontaire. Mais ils ont un déficit de par l'image de leur pouvoir. Et le raidissement idéologique de Xi Jinping, le raidissement autoritaire, l'une des faiblesses chinoises, c'est l'absence d'autonomie qu'il laisse aux acteurs. Donc, alors à la fois, il le laisse, il y a quand même des grandes fortunes, des grands groupes qui se sont constitués, mais ils ont deux handicaps. C'est quand même, l'initiative est quand même surveillée, sous surveillance, et surtout, c'est qu'ils ont une incapacité à attirer les nouveaux talents de l'extérieur. Ce que, jusqu'ici, les États-Unis font encore, même si, avec Trump, ils se ferment un peu. Merci Pascal Boniface. On va devoir clore cette séance. Merci beaucoup encore de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir ce festival de manière aussi brillante. Merci à vous.